Je ne veux plus être dirigé. C'est-à-dire, dis donc, Louis, tu vas te mettre là et tu vas faire ça. Je vois pourquoi il me dit ça, il est connu. C'est moi, il n'y a que moi qui peux le sentir. Mais il peut me dire, dis donc, je crois que tu pourrais essayer ça. Essayer, ah, essayer, d'accord. Les ordres, je n'accepte plus là-dedans, fini. Il faut faire des âneries, surtout dans le comique. Et c'est pourquoi il y a tant d'artistes comiques qui sont, croyez-moi aussi, forcément plus forts que moi, et qui sont en bas, en ce moment, je leur souhaite de remonter, parce qu'ils se laissent diriger par des gens qui ne sont pas du tout compétents pour être dirigés. Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Teatro Mundi. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une grosse question. C'est quoi être un ou une bonne comédienne? Parce qu'on a tous eu ce moment où pour critiquer une pièce de théâtre qu'on avait vue ou un film, eh bien on jugeait le jeu des comédiens. J'avais envie de vous montrer dans cette vidéo que le jeu des comédiens a subi énormément de mises au point au cours de l'histoire. Beaucoup de théoriciens, de metteurs en scène enseignants qui se sont emparés de la question et qui ont voulu proposer leur propre méthode pour enseigner l'art théâtral. J'ai choisi de vous présenter 3 méthodes et donc 3 créateurs enseignants. Ces méthodes sont toutes issues du début du XXe siècle et ont complètement révolutionné la méthode d'enseignement du jeu théâtral. Pourquoi ces 3-là et pas d'autres? Eh ben vous commencez à connaître la chanson, parce que pourquoi pas. Mais avant ça, on va faire un petit retour en arrière pour savoir comment était le jeu théâtral avant le XXe siècle. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le jeu des acteurs était très lié à l'architecture de la scène. Les Grecs et les Romains devaient être vus et être entendus de loin, alors il fallait se grandir par les différents costumes et masques. Le Moyen-Âge jouait avec la proximité avec le public dans les farces, avec beaucoup d'improvisation, mais aussi une représentation littérale des figures des saints dans les représentations religieuses. Arrive alors la recrudescence de construction de lieux dédiés au théâtre entre le XVe et le XIXe siècle. C'est la période de la Renaissance et surtout la période classique. Comme on a 2 types de théâtre, la tragédie et la comédie, on a 2 types de jeux, la déclamation et le jeu comique. On aura des déclinaisons dont le jeu baroque au XVIIe siècle dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur Molière. Le jeu théâtral et surtout son enseignement vont un peu se perdre entre toutes ces influences. Entre le jeu de Molière, les comédiens italiens, le jeu baroque et la déclamation tragique. Et puis on arrive en 1890-1900, on va changer de siècle et c'est le bordel. À partir de cette période, on va avoir une pléthore de créateurs, de metteurs en scène qui vont vouloir imposer leurs réflexions sur l'acteur, le jeu théâtral ou même le théâtre en général. Et ça commence avec un jeune russe qui va avoir un impact énorme sur l'enseignement du jeu théâtral, même aujourd'hui, Konstantin Sergueïevitch Stanislavski. Né dans une famille nombreuse très portée sur le théâtre, Stanislavski forme dans sa jeunesse diverses compagnies familiales de théâtre où il développe une mise en scène basée sur le réel historique. Avec un ami metteur en scène russe, Vladimir Dachenko, il décide en 1898 de créer une compagnie qui serait comme un groupe démocratique, le Théâtre d'art de Moscou. Dans son théâtre, Stanislavski va développer avec ses acteurs une méthode pour éviter à tout prix une mécanisation du jeu. En gros, Stanis, il aime pas trop quand ses acteurs apprennent par cœur les émotions et quand les mettre sur scène. Il invente ainsi sa méthode pour l'enseignement du jeu théâtral, le premier système de Stanislavski. Je dis premier parce qu'en fait il y en a eu 2 des systèmes de Stanislavski et le deuxième est 1000 fois plus développé que le premier, on y reviendra. Alors le système Stanislavski c'est quoi ? Attention, c'est complexe. Son système se base sur 3 éléments. Le si magique, la psychophysique et le temporythme. Je vous avais dit, c'était complexe. Chacun de ces 3 éléments se développe sous forme d'exercices qu'on retrouve tout au long des répétitions de la pièce qui sont d'une importance capitale pour Stanislavski. L'objectif de Stanislavski est que l'acteur doit devenir le personnage par le si magique. L'acteur doit se dire « Qu'est-ce que je ferais s'il m'arrivait la même chose que mon personnage ?» On arrive alors à une totale symbiose entre les 2 entités. Il se base aussi sur les écrits de William James sur la psychophysique. D'après William James, si par exemple on est dans une forêt et qu'on croise un ours, eh bien on court, puis seulement ensuite on ressent la peur, et pas l'inverse.
l'action précède l'émotion. Toute action est psychophysique. Et enfin, le temporythme est une dualité entre l'intérieur et l'extérieur de l'acteur. C'est un travail sur le rythme, celui de l'acteur, et le tempo, celui de son environnement. Stanislavski divise la pièce en séquences et chacune de ces séquences a un objectif particulier. Et il applique chacun des 3 éléments que je vous ai présentés pendant les répétitions. Au fil des répétitions, l'acteur fusionne de plus en plus avec son personnage. Mais Stanis, il veut pas s'arrêter là. Il modifie ce premier système pour arriver à la seconde méthode de Stanislavski, qui est constituée en 25 étapes. 25 étapes. Et dites-vous que le texte de l'auteur n'arrive qu'à la 14e étape, le décor à la 21e et qu'on commence à penser au costume à la dernière et 25e étape. Les 13 premières étapes sont constituées du fameux découpage en séquences puis en objectifs où l'acteur, à travers divers exercices, développe sa relation avec le personnage sans passer par le texte. Je crois que certains comédiens ont dû devenir fous. Acteur, fusion, personnage, tout ça, Oui, mais ce n'est que la 5e étape, il en reste encore 20. Quoi? Eh oui, et maintenant tu vas improviser sur ta mère qui est morte quand tu avais 8 ans. Encore? Je ne vais pas vous détailler tout le machin, déjà que c'est assez complexe, mais vous aurez des liens en description. Mais retenez que Stanislavski a établi un système où l'acteur doit ressentir chaque soir les émotions réellement, en passant par un travail sur ses souvenirs émotionnels. Cela a donné beaucoup d'écoles et de formations, dont la très célèbre Actor Studio, qui a formé énormément d'acteurs et actrices américains connus aujourd'hui. Sachez aussi que la méthode de Stanislavski peut parfois être très compliquée à réaliser émotionnellement parlant. Certains comédiens et comédiennes ont très mal vécu la formation puisqu'ils étaient beaucoup trop attachés à leur personnage et qu'ils avaient du mal à en sortir. Stanislavski a révolutionné le jeu de l'acteur qui devient beaucoup plus réaliste. Parfois trop. Au sein de sa formation, il y aura beaucoup d'élèves qui deviendront de grands metteurs en scène russes, dont notre prochain invité, Vsevolod Meyerhold. J'y étais presque. Meyerhold entre en 1902 au Théâtre d'Art de Moscou, puis ouvre en 1908 le studio de Jourovski. Il base la formation de l'acteur sur la musique. Pour diriger les acteurs, il utilise un vocabulaire musical. On y fait des lectures musicales du texte avec tout un entraînement du corps. Il s'est complètement détaché de son maître Stanislavski. Pour Meyerhold, le théâtre doit rester le théâtre. Le quotidien n'a rien à faire sur scène. Il utilise le corps comme matériau et le texte, c'est une décoration. En 1921, il crée une école, l'Atelier supérieur d'État de théâtre, atelier de formation de l'acteur où il développe sa technique de la biomécanique. Pour lui, il ne faut pas créer de la vie sur scène, il faut jouer et se distancer de ses émotions. La biomécanique se forme sur 2 principes, la psychophysique de Stanislavski qu'on a étudié tout à l'heure et la réflexologie soviétique. Alors c'est assez complexe et un peu chiant à expliquer, du coup je vais vous passer ça, mais retenez que pour Meyerhold, ça se passe comme ça. L'acteur a une pensée qui se traduit par un mouvement qui donne une émotion, associée ou non à la parole. Il faut donc que l'acteur étudie comment il gère ses réactions et son mouvement selon la pensée et non selon l'émotion. Meyerhold va décomposer par exemple des mouvements très simples pour former une action théâtrale très précise corporellement parlant. Par exemple, tirer à l'arc. Et bah façon Meyerhold, ça donne ça. The actor falls to the floor. He draws his legs and arms together. Rising on his right foot, he slowly draws up an imaginary bow. The actor advances with his left shoulder forward and his right foot back. Spotting an imaginary target, he transfers his weight from his right foot to his left and back to the right foot. Soyons bien d'accord, ce sont des exercices. Ça ne se passait pas du tout comme ça sur scène. Mais c'était extrêmement instructif pour les acteurs et sur leur rapport à leur corps. Sur scène, ça donne un jeu où l'acteur n'est pas en totale fusion avec son personnage et où le corps passe avant l'émotion elle-même. L'acteur va se demander par exemple pour telle ou telle émotion comment la transmettre par le corps.
Vous l'aurez senti, je suis déjà un petit peu plus fan de cette méthode. Les acteurs de Meyerhold prennent ainsi une certaine distance par rapport à leur personnage. Et en parlant de distanciation, merveilleuse transition, voici notre troisième et dernier protagoniste, Bertolt Brecht. Alors, Bertolt Brecht, c'est un gros morceau dans l'histoire du théâtre et ça mériterait un épisode entier pour vous présenter sa vision du théâtre, comment il a mis en scène ses pièces, ce qu'il a écrit et sa vision politique et engagée du théâtre. Je vais du coup tenter une petite introduction de son théâtre par sa méthode du jeu qui a complètement révolutionné le jeu des comédiens, que ce soit au théâtre ou au cinéma dans les années 30, la distanciation. Brecht est un dramaturge et metteur en scène allemand survivant de la Première Guerre mondiale et qui a dénoncé le nazisme dès le début des années 30. Il s'exile en 1939 en Suède puis aux États-Unis. Là-bas, il commence à écrire des pièces engagées politiquement et à travailler pour Hollywood. Dans ces pièces, il commence à travailler sa théorie du théâtre dans son ouvrage très court que je vous conseille de lire, Petit organon pour le théâtre, publié en 1948. La même année, il fonde avec sa femme Hélène Weigel son théâtre toujours actif aujourd'hui à Berlin, le Berliner Ensemble. L'acteur brechtien ne cherche pas du tout d'incarner le personnage. Il cherche plutôt une description un petit peu intellectuelle et surtout une forme de détachement complet de son personnage. C'est ce que Brecht appelle l'effet de distanciation. L'acteur prend le temps de montrer toutes les facettes de son personnage et aussi de son environnement extérieur, au lieu de tout mettre sur le plateau comme ça et que le spectateur gobe tout d'un coup. L'acteur s'efforce de respecter la distance qui le sépare du personnage. Il se propose de le montrer et de montrer qu'il montre. Pour cela, l'acteur brechtien va passer par le corps, les intonations de voix, des gestes répétitifs que lui, en tant qu'acteur, n'utilise pas dans son quotidien, mais que le personnage, par sa classe sociale, son positionnement dans la société, utilise. Cela peut donner une interprétation un peu stéréotypée, mais elle sert à délivrer le message politique de Brecht plus facilement aux spectateurs qui ne sont pas hypnotisés par tout le déballage d'émotions sur scène. On vise simple, clair, pour que le spectateur puisse réfléchir aux propos politiques de la pièce. En bilan, le jeu du comédien, c'est quelque chose qui a toujours évolué dans l'histoire du théâtre. Et en fonction des professeurs, du pays, de l'époque, on n'impose pas du tout la même définition sur ce qui fait qu'un acteur est bon ou pas. Entre un jeu très naturaliste basé sur l'émotion pure chez Stanislavski, un jeu très corporel chez Meyerhold, ou un jeu qui est complètement construit et distancié chez Brecht, on joue pas du tout dans la même cour. Et aujourd'hui, chaque comédien peut un petit peu choisir quelle formation lui convient le mieux. J'ai essayé par exemple celle de Stanislavski et celle de Brecht, et je sais que celle de Stanislavski ne me convient pas du tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles partout en France qui proposent des formations dédiées exclusivement à ces trois méthodes. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de faire très attention à quelle formation vous choisissez. Certaines sont payantes et ouch, et d'autres sont dans des écoles nationales en France, dans des conservatoires ou dans des cours pour amateurs. Certaines sont faites par des professeurs et des enseignants extrêmement compétents, et il y en a d'autres où l'enseignant a eu à peine une petite formation sur la méthode enseignée et où l'enseignement est un peu plus bancal. Je vous conseille, si vous le pouvez, de prendre un cours comme ça pour essayer si ça vous chante, et puis si ça vous plaît pas, vous pouvez changer. Et surtout, si vous êtes mal à l'aise dans un cours, quelle que soit la raison, fuyez! Que vous soyez amateur, amatrice ou en voie de professionnalisation, il n'y a aucune raison qui justifie le fait que vous restiez dans un cours où vous ne vous sentez pas bien, quelle que soit la raison. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien en cette période. N'hésitez pas à me parler de vos expériences de cours de théâtre, qu'elles soient complètement folles, complètement négatives ou alors super cool. Je sens qu'il va y avoir des pépites. Je vous fais des bisous numériques. Ciao!